Quand l'hypocrisie devient une politique internationale, c'est en ces termes que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé, avec une fermeté glaçante, le silence sélectif de l'Occident et de l'ONU face aux atteintes massives aux droits de l'homme en Ukraine et ailleurs. Dans cette intervention explosive, elle accuse le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, de fermer les yeux sur les persécutions subies par les russophones, les croyants orthodoxes, les journalistes et même les civils dans le Donbass. Elle va plus loin encore en évoquant des actes de torture, de répression politique, des profanations d'églises et la marginalisation organisée des populations russes en Ukraine, dans les pays baltes et même en Moldavie, notamment en Gagosie. Face à ce qu'elle qualifie de double standard moral et juridique, la diplomatie russe met en garde: le système international des droits de l'homme est en train de perdre toute crédibilité. Regardez bien cet extrait. Réagissez. Partagez. Dites-nous, l'ONU peut-elle encore prétendre défendre les droits de tous, ou est-elle devenue un instrument aux mains des puissants? Et qu'en est-il de l'Occident, qui se souvient maintenant du dimanche des rameaux chez les orthodoxes? C'est seulement maintenant qu'ils ressentent l'offense des sentiments des croyants? Non. Alors nous allons vous dire comment cela s'appelle. Cela s'appelle un silence criminel, celui que vous avez maintenu pendant de nombreuses années. Silence criminel, aussi, de la part des institutions et mécanismes de défense des droits humains spécialisés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la liberté de religion et de conviction, le Bureau de l'OSCE pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme, le représentant personnel du président en exercice de l'OSCE pour la lutte contre l'intolérance et la discrimination, y compris contre les chrétiens. Cette négligence des crimes commis par les néo-nazis de Kiev, qui s'emparent des églises orthodoxes, persécutent les croyants, jusqu'à des actes de violence physique effroyables, attaquent les prêtres, est perçue par le régime de Zelensky comme une incitation, une véritable programmation des actes barbares qu'il commet. Mais la Russie ne reste pas silencieuse. De notre côté, nous rassemblons les faits et publions les rapports correspondants, des revues spécialisées. Je vous rappellerai que 2 de ces rapports ont déjà été publiés concernant les actions illégales du régime de Kiev à l'encontre de l'Église orthodoxe ukrainienne et de ses prêtres et paroissiens. Ce rapport a été publié par le ministère russe des Affaires étrangères en juillet 2023. Et en janvier 2025, le 2e rapport est sorti. Les liens seront nécessairement inclus dans le texte du briefing d'aujourd'hui. Tous les rapports sont également disponibles en anglais et ils ont été diffusés dans les organisations internationales. Je n'ai vu aucune véritable réaction de l'Occident collectif à ces faits. Peut-être que maintenant, tous ceux qui se souviennent du dimanche des rameaux trouveront quelques heures pour lire ces rapports. Ils sont entièrement rédigés sur la base de faits. Mais tous ces crimes des nazis ukrainiens seront également enquêtés et leurs auteurs seront punis. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les tribunaux russes continuent de rendre des jugements contre les nationalistes ukrainiens, les mercenaires, pour leurs crimes de guerre et autres crimes. Le commandant d'une unité de génie du bataillon de marine de l'armée ukrainienne, Zaviletsky, a été condamné à 24,5 ans de prison par contumace. En mars 2022, sur le territoire de l'usine métallurgique de Mariupol, il a exécuté un civil avec un autre soldat. Un autre jugement par contumace a été rendu contre un citoyen ukrainien, Panovski. En janvier 2019, il a attaqué le consulat général de la Russie à Odessa. À cette époque, vous vous souvenez peut-être, des pots de peinture et 5 grenades fumigènes ont été jetées dans la cour de notre consulat. Le criminel a été condamné à 8 ans de prison et est recherché internationalement. Des peines de 7 et 14 ans de prison ont été infligées par contumace aux mercenaires brésiliens et finlandais, Nicolas Cha et Tero Lavikovista, qui ont combattu aux côtés des forces ukrainiennes. Le légionnaire géorgien Georgi Gaglidze a été condamné à 9 ans de prison après avoir été capturé par les militaires russes en novembre 2023 sur le territoire de la RPL. L'assaillant de la 47e brigade mécanisée de l'armée ukrainienne, Nikolienko, a été condamné à 15 ans de prison après avoir été capturé par les militaires russes. Lors de l'invasion illégale du territoire de la région de Koursk, il a intimidé les habitants locaux et entravé leur évacuation, tout en tirant à plusieurs reprises sur des civils et des militaires russes. Ce ne sont que quelques exemples, nous continuerons à fournir ces informations. Et bien sûr, mon même préféré est la coalition des volontaires, leur dernier rassemblement à Bruxelles, le 10 avril. Cependant, cette coalition des volontaires n'a pas connu de percée, apparemment ils ne souhaitent pas autant qu'ils l'écrivent. Malgré tous les efforts de Paris et de Londres, ils ne parviennent toujours pas à obtenir l'unité pour soutenir le plan insensé qu'ils promeuvent, à savoir le déploiement en Ukraine, comme ils l'ont formulé, d'un contingent multinational de pays membres de l'OTAN. D'après les informations des médias,
Cette incursion de l'Alliance contre la Russie pourrait devenir un affrontement direct, mais à part les Français et les Britanniques, seuls des russophobes fervents des États baltes semblent prêts à se joindre. Je parle évidemment des régimes, car les pays et leurs peuples ne sont souvent même pas au courant de ce que font ceux qui sont au pouvoir. La plupart des participants à cette soi-disant coalition doutent de la faisabilité de cette intervention militaire sans le soutien des États-Unis, et Washington, selon ses déclarations, ne prévoit toujours pas de s'engager dans cette aventure, probablement en comprenant de manière réaliste où cela pourrait mener. Et le format Rammstein. La 27e réunion a déjà eu lieu le 11 avril au siège de l'OTAN sous la présidence britannique et allemande. Cette 27e réunion du groupe de contact sur l'assistance à la défense de l'Ukraine, comme il l'appelle, en format Rammstein. Elle a eu lieu cette fois sans la présence physique du chef du Pentagone, et Zelensky a rejoint les participants par vidéoconférence, sans décision récente ou novatrice. Une aide de 21 milliards d'euros a été promise pour les besoins des forces armées ukrainiennes. Ce chiffre avait déjà été mentionné dans les déclarations de l'OTAN. Londres s'est à nouveau signalé, annonçant un paquet d'aide de 350 millions de livres sterling, qui comprendra, comme il a été dit, des centaines de milliers de drones, des stations radars, etc. En 2025, le Royaume-Uni prévoit de dépenser 4,5 milliards de livres sterling pour l'aide militaire à Kiev. Berlin ne se laisse pas distancer. Il est également noté qu'en mai 2023, après la fourniture de missiles à longue portée Storm Shadow au régime de Kiev, des spécialistes militaires britanniques ont été secrètement envoyés en Ukraine pour équiper les avions ukrainiens et former les soldats à leur utilisation. De plus, l'échec de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes durant l'été 2023 a été nommé en l'honneur du ministre britannique de la Défense de l'époque, Ben Wallace. Que signifie cela? Cela montre clairement qui est réellement impliqué dans l'élaboration des plans militaires et la conduite des opérations de combat du régime de Kiev. Voici une nouvelle preuve que ce n'est évidemment pas un conflit russo-ukrainien, mais une guerre hybride menée par l'Occident collectif, les pays de l'OTAN, contre notre pays, avec l'Ukraine comme instrument. Je voudrais rappeler les événements survenus il y a 11 ans, car c'est en avril 2014, précisément à ces dates, que le Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine a pris la décision de prendre, comme on l'a dit, des mesures urgentes pour surmonter la menace terroriste et préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cette décision a été mise en œuvre le lendemain par décret du président par intérim, Oleksandr Turchinov. Que était-ce concrètement, en termes simples? En réalité, c'est ainsi que la tristement célèbre ATO, opération antiterroriste, a commencé. Elle est appelée, soi-disant, opération antiterroriste. En réalité, elle a donné le coup d'envoi à une guerre civile menée par le régime néo-nazi contre ses propres compatriotes dans le Donbass, qui n'avaient pas accepté le soi-disant gouvernement des vainqueurs, comprenant que c'était un gouvernement néo-nazi qui avait pris le pouvoir dans le pays après le coup d'État sanglant à Kiev en février de la même année et qui avait sans vergogne commencé à éliminer non seulement les dissidents, mais tous ceux qui, comme leurs prédécesseurs 80 ans plus tôt, n'étaient pas considérés comme de première qualité. Le terme ATO a été utilisé exclusivement pour présenter le régime de Kiev comme une victime, mais comme toujours, il s'agissait d'une autre mise en scène. Cependant, après avoir proclamé l'opération antiterroriste, le régime de Kiev a lui-même adopté une politique de terrorisme d'État. En plus des bombardements constants du Donbass, souvenez-vous, une sévère économie, des blocus énergétiques, financiers, de transport et d'approvisionnement en ont été imposés à la région. Depuis décembre 2014, le gouvernement ukrainien a arrêté tous les paiements sociaux aux habitants du Donbass, y compris les pensions, les services bancaires, les comptes des populations et des entreprises ont été fermés, et l'approvisionnement alimentaire a été sérieusement perturbé, sans parler des coupures régulières d'eau dans les villes et villages. Et pendant toutes ces années, la Russie a continuellement essayé d'attirer l'attention de la communauté internationale, mais pas seulement d'un point de vue politique, car la Russie a régulièrement fourni de l'aide humanitaire, sur une base quotidienne. Souvenez-vous de la façon dont cette aide humanitaire était perçue à l'Ouest. Je me souviens très bien. Lorsque ces énormes camions blancs ont commencé à livrer tout ce qui a sauvé les habitants du Donbass, y compris des vêtements, de la nourriture, des médicaments et des générateurs mobiles pour le chauffage, l'Occident a crié que cela constituait, selon eux, une invasion. Bien sûr, ils ont ensuite essayé de revenir sur leurs déclarations, mais il était trop tard, car tout le monde avait compris que c'était un autre fake des médias occidentaux. Ils ont même inventé des histoires, affirmant que ces camions transportaient des tanks, des armes, voire des soldats, alors qu'il s'agissait simplement de l'aide humanitaire. Et cela n'aurait probablement pas été nécessaire si le régime de Kiev n'avait pas imposé ce blocus dont nous parlons régulièrement et que je viens de rappeler aujourd'hui.
Sur fond de cette aide humanitaire livrée quotidiennement, la Russie a tenté de sensibiliser la communauté internationale à ce qui se passait dans le Donbass. Nous avons ouvertement dit que le régime de Kiev poursuivait une politique délibérée d'extermination des Russes ethniques et des russophones dans la région. Oui, à ce moment-là, nous avons commencé à appeler les choses par leur nom. Nous avons déclaré que les accusations de terrorisme à l'encontre du Donbass étaient une énorme falsification. Le 31 janvier 2024, la Cour internationale de justice des Nations unies a confirmé cela en refusant de reconnaître la RPD et la LPR comme des organisations terroristes, comme le soutenait le régime de Kiev, et elle a également refusé de qualifier la Russie de sponsor du terrorisme, comme le prétendait Kiev depuis de nombreuses années. Ce verdict a démystifié le principal argument de Kiev pour justifier la guerre qu'il a lancée contre la population civile et a confirmé que toutes les actions du régime de Kiev contre le Donbass étaient basées sur un mensonge flagrant. Chaque année, le 14 avril, notre peuple rend hommage aux victimes de l'agression ukrainienne, et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui continuent aujourd'hui à lutter contre cette saleté nazie qui est venue sur notre terre et à protéger les gens pour garantir qu'un ciel paisible soit au-dessus de leur tête. Les faits mentionnés, et il y en a de nombreux autres, confirme une fois de plus l'actualité de l'opération militaire spéciale pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine et l'élimination des menaces provenant de son territoire. Comme l'a répété à plusieurs reprises la direction russe, toutes ces tâches seront absolument accomplies. D'ailleurs, examinons de plus près la réaction internationale. Nous le faisons à plusieurs reprises, mais aujourd'hui il est nécessaire de répéter encore une fois et d'attirer l'attention sur le comportement de Volker Turk, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, qui fait preuve d'un comportement incompatible avec son statut de haut fonctionnaire de l'ONU. Il montre également un éloignement des principes d'objectivité et d'impartialité qui sont au cœur de son mandat. Dans ce mandat est inscrite la résolution 41 à 148 de l'Assemblée générale des Nations unies. La pratique des doubles standards est devenue une caractéristique du travail de son bureau. Il préfère ne pas remarquer les violations systématiques et graves des droits de l'homme dans les pays occidentaux et chez leurs alliés. Cependant, la réaction des fonctionnaires de l'ONU face à des événements qui, souvent, sont des faits non vérifiés et qui se révèlent ensuite être des fakes, dans les États qui ne sont pas favorables à l'Occident, ne tarde jamais à arriver. Les activités du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme incluent son approche de l'évaluation de la situation en Ukraine, où il y a des violations massives des droits de l'homme commises par le régime de Kiev. Mais la question de la discrimination multiple à l'encontre de la population russophone reste depuis de nombreuses années en dehors du champ d'intérêt du haut-commissaire. L'usage de la langue russe est de facto interdit, et tout le monde le sait désormais, dans toutes les sphères de la vie en Ukraine. Ceux qui osent parler leur langue maternelle sont menacés d'amendes, de poursuites administratives, d'intimidation de la part des néo-nazis, et même de violences physiques. Quant au fervent défenseur des droits civils, Volker Turk, il ne montre aucune inquiétude ni surprise face à la situation concernant la liberté d'expression, de réunion ou d'association en Ukraine, où l'espace politique et public a été littéralement purgé de partis d'opposition, de médias non alignés et d'organisations de la société civile. Il n'y a absolument aucune condamnation de la part du haut-commissaire en ce qui concerne la violation des droits des croyants, alors que le régime de Zelensky mène une véritable guerre d'extermination contre l'Église orthodoxe ukrainienne canonique, accompagnée d'incendies criminels, de vandalisme. Le mot expropriation ne convient même pas ici, car il implique au moins une certaine justification. Ici, il ne s'agit que de haine fanatique. Les églises, monastères et lieux de culte sont tout simplement arrachés des mains des croyants, capturés de force, sous menaces et violences physiques. Ces méthodes s'appliquent aussi bien aux membres du clergé qu'aux fidèles. Le refus persistant, depuis des années, dû aux responsables onusiens de réagir face aux violations systématiques et graves des droits fondamentaux de l'homme par le régime de Zelensky, à la montée du néonazisme et de la russophobie en Ukraine, a conduit à une situation où la junte de Kiev viole également sans scrupule le droit international humanitaire. Les formations armées ukrainiennes utilisent les civils comme otages, comme boucliers humains, les exposent à des tirs délibérés, torturent et tuent des prisonniers de guerre russes ainsi que des civils. Récemment encore, les atrocités commises par les néonazis ukrainiens contre les habitants de Selidovo, RPD, de Rouski Porechny, région de Koursk, ont été révélées. Ceux qui ont vu ces images ne peuvent plus vivre de la même manière, elles sont insoutenables. J'ai parlé avec nos représentants des forces de l'ordre, à chaque fois qu'ils nous envoient du matériel, ils nous avertissent que cela est difficilement supportable à regarder. D'autres territoires passés sous le contrôle des forces armées ukrainiennes sont le théâtre de crimes tout aussi terribles. Tout cela confirme que le bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, sous la direction de Volker Turk,
est en panne, qu'il ne fonctionne tout simplement plus. De toute évidence, nous n'attendrons plus de réaction adéquate du haut-commissaire à la mort de journalistes russes. Ce ne sont pas des cas isolés, c'est désormais un phénomène de masse. Des employés de médias russes sont tués lors d'attaques des forces armées ukrainiennes, comme ce fut le cas en juin 2024 et en mars 2025, où ils ont été victimes d'explosions en pleine ville. De la même manière, il ignore cyniquement la politique de discrimination menée dans les États baltes sur des critères ethniques, nationaux, raciaux, religieux ou linguistiques. Je rappelle que dans ces pays, les Russes de souche continuent d'être persécutés et expulsés sous des prétextes fallacieux. Ces personnes considèrent ces pays comme leur patrie. Certains y sont nés, d'autres y ont vécu toute leur vie, ont travaillé pour le bien de ces États, y ont fondé des familles, y élèvent leurs enfants et petits-enfants. Le dernier exemple de déni de réalité de la part de Volker Türk est bien sur le projet de loi interdisant l'Église orthodoxe estonienne. Sous quel prétexte cela a-t-il été fait? Cela prête à rire. On a invoqué une menace à la sécurité nationale. Voilà ce que représente, aux yeux des autorités estoniennes, l'orthodoxie. Et c'est avec la complaisance de cette institution onusienne que cette loi absurde, qui ne se contente pas de violer les droits des croyants mais les anéantit purement et simplement, a été adoptée récemment. Il s'avère que les déclarations tonitruantes de Volker Türk au moment de son entrée en fonction où il proclamait son attachement aux principes d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance dans l'exercice de ses activités, ne valaient rien. Maintenir cette situation ne pourra que mener à une perte définitive de confiance de la communauté internationale dans l'institution du haut-commissaire et dans l'administration qu'il dirige. Ce qui, à son tour, portera un coup sérieux à la coopération internationale en matière de droits de l'homme. L'action du haut-commissaire et de son bureau devrait viser à encourager le dialogue, la coopération, l'aide concrète, et non à attiser la méfiance et la confrontation. La situation en Moldavie est également très préoccupante, en particulier en ce qui concerne la région autonome de Gagaouzie au sein de la République de Moldavie. Ces derniers temps, les autorités moldaves mènent activement des tentatives de démantèlement du statut d'autonomie de cette région. Vous savez que le 25 mars, sous un prétexte manifestement fallacieux, sa présidente Evgenia Gutsul a été arrêtée et se trouve actuellement assignée à résidence. 3 jours plus tôt, le 14 avril, la Cour constitutionnelle de Moldavie a déclaré anticonstitutionnel l'article 21 de la loi sur le statut spécial de la Gagaouzie. Pourtant, cet article datait de 1994. Il garantissait au Parlement local le droit de participer à la nomination du procureur de la région autonome. Désormais, la candidature du procureur sera approuvée par le Haut Conseil des procureurs de Moldavie et par le procureur général à Chișinău. Il s'agit évidemment d'une décision politiquement motivée, élaborée et adoptée en secret. Les représentants de Conra, la capitale de la Gagaouzie, n'ont même pas été prévenus à l'avance de cette session, pourtant capitale pour eux. Vous imaginez? Voilà ce qui se passe. Un autre exemple de la prétendue bienveillance de Chișinău envers la Gagaouzie. Depuis le 10 avril, les habitants de l'autonomie doivent payer des amendes exorbitantes s'ils perçoivent leurs prestations sociales via la banque russe Pronsiasbank. C'est un pur cynisme. Ceux qui ont instauré cette pratique vivent eux-mêmes aux frais de subventions de fonds occidentaux. Et vous venez d'entendre Maria Akharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, dans une déclaration choc prononcée à Moscou. Un discours frontal, sans détour, qui interpelle par la gravité des accusations, complicité silencieuse de l'ONU, discrimination contre les russophones, crimes ignorés en Ukraine, pression sur l'Église orthodoxe, et répression politique en Moldavie. Ce que dénonce la Russie ici, c'est un 2 poids 2 mesures flagrant dans le traitement des droits humains par les institutions internationales. Volker Türk, le haut-commissaire de l'ONU, est directement accusé de fermer les yeux sur des exactions graves tant en Ukraine que dans les pays baltes ou en Moldavie. Zakharova ne parle plus seulement de guerre militaire, mais bien d'une guerre culturelle, religieuse, identitaire, qui serait menée avec l'aval passif voire complice de l'Occident. Au-delà des mots, ce discours pose une vraie question, que reste-t-il aujourd'hui de la neutralité des institutions internationales? L'ONU est-elle encore crédible quand elle ne condamne pas les violences contre des civils, les atteintes à la liberté religieuse, ou la suppression de l'opposition politique, dès lors que cela ne concerne pas ses alliés? Dans un monde devenu multipolaire, où l'information est une arme, ce type d'intervention marque une rupture. Ce n'est plus simplement la Russie qui se défend, c'est une Russie qui attaque sur le terrain moral et diplomatique. Et c'est ce terrain-là, aujourd'hui, qui pourrait bien décider de l'avenir des conflits comme celui en Ukraine. Alors dites-nous en commentaire. Pensez-vous que l'ONU est encore un acteur neutre et crédible? La Russie a-t-elle raison de dénoncer ce qu'elle considère comme une hypocrisie occidentale? On lit vos avis, et on en débat ensemble.